Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de mars. Je vais juste voir que tout est sous contrôle, que ça fonctionne bien. Est-ce qu'on est en live? Ça marche. Donc, aujourd'hui, encore une fois, comme à tous les mois en 2024, je reçois une invitée pour discuter d'un sujet en particulier qui touche les parents, les intervenants qui gravitent autour d'un enfant qui ne répond pas dans certaines situations ou qui présente du mutisme sélectif. Donc, mon nom est Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. J'ai développé une approche globale, donc c'est pour ça que je reçois des gens à chaque mois pour discuter de sujets qui ont une influence, à mon sens, sur l'enfant et son environnement, plutôt que de juste intervenir sur la parole directement, sur son défi relié à la prise de parole. Donc, le sujet avec mon invité d'aujourd'hui, ça concerne le trouble du spectre de l'autisme parce que souvent, les parents, les gens me questionnent à savoir comment on fait pour différencier les deux. Est-ce que mon enfant présente un TSA ou pas, ou est-ce que c'est juste du mutisme? Donc, c'est pas si facile à répondre. Pour s'éclairer avec tout ça, je reçois, dans le fond, Stéphanie Deslauriers. Voilà, je vais l'ajouter. Allô, Stéphanie. Salut Geneviève! Comment ça va? Ça va? Toi, comment ça va? Oui, merci, t'es gentille. En fait, notre sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est démystifier le trouble du spectre de l'autisme, qu'on va appeler TSA de son petit nom, ça va être plus simple, au mutisme sélectif. On va essayer de démystifier ça un peu ensemble. Donc, avant de commencer, tu es psychoéducatrice et de retour dans les écoles, d'où le fait qu'on fait le live un jeudi pour que tu puisses être avec nous. Un grand merci Oui. de ta présence. Ben, merci à toi pour l'adaptation, c'est très apprécié. Puis ça va être apprécié des gens aussi, là, de t'entendre. Certainement plein de belles choses à nous dire à ce sujet-là. Aussi, tu es conférencière. Est-ce que tu en fais encore des conférences? Oui, dans le fond, c'est ça, je suis dans les écoles 3 jours, parfois, en fait, dans une école, 3 jours, parfois 4. D'ailleurs, on a un point de service pour les classes d'élèves autistes. On a évidemment des élèves aussi qui sont intégrés, inclus dans les classes régulières. Et oui, la journée ou les 2 journées par semaine où je ne suis pas à l'école, je donne des conférences ou encore, j'écris mes prochains livres. Ben, écoute, tu en as écrit 19, je pense. Est-ce que mon compte est bon pour Ton l'instant? compte est bon, le Oui. 20e sort cet automne. Ravi. Ouais, 21, 22, 23 sont déjà écrits. Wow, OK, OK. Là, Ouais. déjà à 37 ans, là, 19 livres et presque 23 en si peu de temps. Définitivement, t'aimes écrire. C'est assurément ma passion. Ouais, absolument, j'en ai besoin. Puis sinon, est-ce que tu es encore dans les chroniques radio, par exemple, avec Pénélope, Cochon d'Inde, tout ça? Est-ce que ça a pris une pause, tout ça? Ouais, j'ai arrêté dans le fond. Moi, l'an passé, là, à pareille date, je revenais du Yukon où j'étais allée travailler pendant une semaine. Ça a été un court voyage, mais qui a vraiment été significatif dans ma vie. OK. Il y a littéralement eu un avant puis un après. Euh, et c'est là-bas que j'ai fait aïe, aïe, ça me fait du bien. Tu sais, je faisais des animations littéraires en classe dans une école francophone à Whitehorse, puis je me disais, waouh, j'aime ça être dans le même Mmh. milieu à tous les jours, j'aime ça, avoir sensiblement, tu sais, des tâches similaires versus ma vie professionnelle d'avant en mosaïque, tu sais, l'enseignement à l'université, la pratique privée, l'accompagnement professionnel avec d'autres intervenants, intervenantes. Je faisais dans les médias, donc j'ai été 8 ans en format familial, j'ai eu des apparitions dans différentes émissions, commenter les nouvelles, être chroniqueuse à la radio avec Pénélope, Nadia Gagné. J'ai fait, c'est trop. Oui, c'est ça, là. Tu étais comme partout, mais éparpillée un peu partout. Oui, Tu avais besoin d'une petite routine plus stable, dans le fond. ouais, absolument, tu sais, parce que, puis tu vois, tu sais, j'ai été, pardon, arrêtée quelques mois à partir de mars 2023. Puis, durant cet arrêt de travail-là, bien évidemment, j'ai travaillé sur moi, ce que je fais depuis toujours. Mmh. Le chalet luxueux de ma psychologue peut en témoigner. Mais, euh, ouais, j'ai aussi fait une évaluation, en fait, en psychologie.
parce que j'avais déjà mon diagnostic de TDAH que j'ai reçu à l'âge adulte suite à un premier, ce que je pensais être à ce moment-là un arrêt de travail, un épuisement professionnel. OK. Puis l'été passé, j'ai eu mon diagnostic d'autisme, C'est qui a l'été expliqué OK. ouais. Wow, c'est récent. Ouais, ça fait 9 mois, une grossesse, Ouais. que j'ai reçu, ce diagnostic-là aussi qui explique bien des choses, qui a OK. fait comme: «OK». Alors oui, quand tu parles de routine, une certaine prévisibilité, Mmh. la sécurité, assurément, ça fait partie de mes besoins fondamentaux. Mais quand on a également un TDAH, il y a tout l'aspect aussi de l'impulsivité, le besoin du kick de dopamine, d'adrénaline, de la nouveauté, les nouveaux projets. Alors, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est quand tu réalises aussi que tu n'étais pas en épuisement professionnel, tu étais en burn-out autistique, que tu OK. fais comme «Ah, OK, il faut que je prenne soin de moi pour vrai», là, tu sais. Là, raconte-moi, dis-moi un peu, définis un peu, c'est quoi pour toi le burn-out autistique? J'imagine quelque chose, mais je sais pas trop, je suis pas sûre que c'est clair dans ma tête, là. Ouais, ben bon, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, tu sais, je baigne dans le monde de l'autisme au plan professionnel depuis 2007. Ça a vraiment été, tu Ouais. sais, une clientèle chouchou, coup de cœur. Je comprends maintenant pourquoi. Puis j'étais comme: «Ben ouais, mais moi, je les comprends». Tu sais, Ouais, je c'est ça. comprends pas que les Ben gens oui. les comprennent pas. Comment ça? C'est bien simple, là, il me Mais oui, semble. c'est Oui, voyons, oui, OK. allumez gang, là, tu Tu le sais? savais pas, c'est ça. C'est Tu avais ça. pas aucun doute, là, que toi, tu pouvais présenter un trouble du spectre de l'autisme? Non, tu sais, moi, je OK. travaillais avec ben, ce qu'on voit beaucoup, les jeunes garçons autistes, Oui. non-verbaux, OK. dont il y a une partie qui a aussi une déficience intellectuelle. Je travaillais avec des jeunes qui avaient des troubles de comportement, des jeunes qui avaient des troubles d'apprentissage. Fait que, tu sais, je me reconnaissais aucunement dans ce Non. profil-là, là. Moi, j'ai Ouais, un c'est ça. profil, tu sais, d'anxiété de performance, Ouais. comme beaucoup de femmes et de filles autistes, de très OK. grand camouflage qui génère énormément d'anxiété également. Ouais, Profil TDAH et profil, intelligence élevée. c'est ça. Donc, j'ai pas de trouble d'apprentissage, j'ai pas de trouble, tu sais? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, là, il y a un grand vent de changement qui est en train de se passer dans le monde de l'autisme, Ouais, parce OK. qu'il y a notamment, tu sais, Isabelle Hainaut qui a écrit, ce magnifique livre, Le profil Asperger, attendez, oups, au féminin. Ouais. Hem Dans le dernier chapitre, elle présente les critères, si on veut, les particularités autistiques féminines. Ben, c'était une de mes questions, là, de voir est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les gars? Parce que moi, clairement, j'ai l'image, justement, pour avoir travaillé dans les écoles, dans une classe TED, là, dans le temps, là, il y a 15-20 ans, ben, c'était les classes TED. Le TSA n'existait pas encore, ce Mmh. terme-là. Puis honnêtement, dans ma tête, j'étais un peu restée avec cette idée-là de très stéréotypé de l'enfant qui est un peu dans sa bulle, dans ses intérêts restreints, dans ses comportements ou les habiletés sociales, la communication, même si c'est un élève verbal, mais que c'est quand même difficile. Euh, alors là, moi, de voir, je savais que les filles sont moins diagnostiquées, c'est aussi quelque chose dont j'ai été au courant, mais de maintenant comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quoi les caractéristiques peut-être justement que les parents peuvent prendre en compte ou les intervenants pour être à l'affût de tout ça dans l'aspect aussi du multisélectif parce que ça peut avoir un impact, comme tu dis, de savoir que tu présentes le TSA, ça a changé un petit peu ta perception de qui je suis moi finalement, puis pourquoi je me sentais peut-être de cette façon-là, puis j'essayais d'être dans un autre moule au final, c'était un peu ça là que Tu as tout compris, Geneviève. Pendant toutes ces années-là, tu sais, pendant 36 ans, où j'essayais de fitter. oui, Puis comme, tu sais, puis c'est ça, tu sais, quand on parle filles-garçons, maintenant qu'on est plus sensible aux caractéristiques qui sont plus féminines, en sachant que les filles, on a tendance à plus camoufler. Donc, ben là, tu regardes dans les yeux. Ben oui, j'ai appris à regarder dans les yeux. Tout le monde regarde dans les yeux, puis on m'a dit combien de fois que c'était important, puis je veux pas déplaire. c'est ça. Fait que, fait OK, que je vais le ouais, faire parce qu'on ouais, me dit qu'il faut que je le fasse, puis à un moment donné, tu t'en rends même plus compte, puis ça devient un automatisme, tu sais. OK. Euh,
Mais oui, moi, ça a changé beaucoup parce que ça expliquait, tu sais, moi, l'image que j'ai de moi, c'est ah, Steph est drôle, tu sais, Steph a le sens de la justice. Tu sais, moi, je levais la main là, déjà au primaire. Puis oui, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi vous dites ça? Puis là, on pensait que j'étais arrogante Oui, ou que je voulais m'obstiner. Mais non, c'est parce qu'il y a le sens de la justice qui est très, très fort chez les personnes autistes. Alors, quand ça n'a pas de sens, ou si, par exemple, un adulte irrespectueux te demande du respect, ben attendez, mais vous manquez de ça fait pas comment de je comprends sens. pas. Oui, C'est pas pour jouer la fin finaux, là. C'est non. vraiment je ne comprends pas. Fait que j'étais appréciée par mes collègues, par mes pairs en milieu scolaire. J'étais la fille drôle parce que Mmh. j'ai pas de filtre. Puis des fois, ce qu'on trouve drôle, ce que les gens font comme oh mon Dieu, c'est hilarant. Ben non, c'était juste la vérité. Ouais, Mais tu sais, c'est une hard truth que les gens jamais oseraient dire, puis que moi j'ai dit, toi, fait que tu tout le le monde dis. rit. Et puis sais-tu Ouais. quoi? Tu sais, on a bifurqué là, tellement rapidement Oui, dans ben le oui, je sujet, puis m'excuse. Ben oui. non, c'est bien correct, c'est bien correct. Mais tu sais quoi, le mot qui te caractérise que j'ai choisi pour toi, c'est intense. Ah oui! Fait que là, ça nous le démontre vraiment clairement, c'est très drôle. Pour le peu de Mais fois oui. qu'on s'est rencontrés, mais je trouve que c'est ça que tu dégageais, d'être tellement à fond, Léon, là, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, Ouais. dans toutes tes choses personnelles aussi, dans tes intérêts, entre autres de Harry Potter et tout. Là, donc, Ben vraiment, voilà. c'est ça, Tu sais, quand on parle, justement d'intérêts intérêt. spécifiques, Oui, c'est ça. nous, nous, les personnes autistes, on Mhm. préfère dire, ben, c'est nos passions. Ben Hem, oui, tu sais, est-ce que c'est restreint? Ben, ça dépend. Tu sais, je suis capable de faire d'autres choses dans ma vie que de parler d'Harry Potter, mais oui, c'est jamais bien loin, hein. J'ai un tatouage, j'ai plein de choses, je lis constamment. ouais. C'est ce qui est sécurisant pour moi de relire, pour la 800 millionième fois les tomes de Harry Potter. Il y a cette notion-là aussi dans l'autisme un grand besoin de sécurité, un grand besoin de prévisibilité, de comprendre son environnement parce que souvent, ben, on comprend pas notre environnement sensoriel, social, et on sent qu'on ne se fait pas comprendre. OK. Alors, le fait de se plonger dans nos intérêts, tu sais, comme pour ma part Harry Potter, de connaître par cœur les livres, qu'est-ce qui Mm, s'en vient. Il n'y a pas de mm. surprise. Je sais que le 6, je saute le bout Dumbledore, il meurt parce que c'est trop d'émotions pour moi. Il y a ça aussi, des fois, on va penser, ah, les personnes autistes, ils n'ont pas d'empathie. Mais c'est archi faux. Tu sais, OK. combien de personnes autistes sont, au contraire, hyper sensibles et que même à la limite, des fois, tu as de la misère à faire la distinction entre ton émotion puis celle qui appartient à l'autre. Et c'est ce qui peut faire en sorte que certaines personnes autistes vont se couper de ça parce que c'est trop d'informations et ça D'accord. génère une surcharge émotionnelle. Tu sais, tu es constamment assailli par les émotions de tout le monde, ces lourds entités là. Non seulement les émotions, mais aussi les sens. Également, également. Hier, je travaillais à l'école, c'était la journée, j'étais au secondaire, journée toxico, il y a 7 kiosques et toute la journée, à coup de 3-4 groupes à la fois, qui restent 30 minutes, les élèves viennent nous voir. Ouf! Ouais, Beaucoup de simulations. à 11h30 là, l'avant-midi, j'étais brûlée. Ouais. Je serais allée me coucher, Mmh. heu, mais je devais être là jusqu'à 3h15, puis après ça, je devais continuer mon quart de travail jusqu'à 4h30. Ouais. Beaucoup de stimulation sensorielle, beaucoup de bruit, et là, à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup aussi de: «Ah, il est tellement anxieux ou elle est tellement anxieuse». Tu sais, hier, pas savoir que je suis autiste, je me serais dit: «Ah, je suis en train de faire comme une espèce de crise d'anxiété, puis je comprends pas pourquoi». OK. Mais c'était pas ça, c'était une surcharge sensorielle que j'étais en train de faire. Mais les manifestations peuvent être similaires. Tu sais, es serré au niveau du sternum, tu as la gorge, tu sais, comme tout est coincé, tu sens que genre, tu peux te mettre à pleurer à n'importe quel moment parce que tu es surchargé sensoriellement. Tu es surchargée. Mais ça, dis-moi, c'est pas dans le fond, tu décris, du haut de ta personnalité, autiste, mais en même temps, ça peut arriver à n'importe qui a une hypersensibilité aussi 100 sensorielle, là. OK. 100 Mais c'est ça qui absolument. est dur à démystifier, je trouve, parce que tout ce que tu décris, ça peut être de l'anxiété, ça peut être, le fait d'avoir, justement de l'hypersensibilité sensorielle. Donc, c'est quoi les balises qu'on peut
sur lesquels on peut se baser peut-être pour essayer de voir, de départir, par exemple, le TSA du multisélectif? Parce que tu l'as nommé là, clairement que quand tu étais plus jeune, ben, c'était autre chose. Puis là, tu as appris, par exemple, à regarder dans les yeux, à décoder les émotions des autres, tout ça. Mais à la base, ben, peut-être, j'ai comme 2 questions. On dirait que ça tourne dans ma tête à 100 000 à l'heure, mais il y a l'aspect du mutisme, on va y revenir, mais il y a l'aspect des émotions que j'aimerais terminer. Puis j'avais une question. Est-ce que, tu sais, tu nommes, c'est pas qu'on n'est pas empathique, au contraire, on est tellement sensible qu'on est vraiment, on peut se couper de l'autre justement parce que c'est trop, on ressent trop les choses, les émotions, les ressentis des autres. Mais est-ce qu'à la base, ben, ça part d'où? Je suis comme un peu mêlée dans ce que je veux dire, mais pour être clair, est-ce que c'est parce que c'est difficile de décoder les émotions des autres ou est-ce parce que la personne TSA n'est pas capable de distinguer les émotions? C'est quoi j'arrive mal à distinguer un peu tout ça parce qu'à la base, ce qu'on a comme information actuellement, en tout cas ce que moi j'ai comme information, c'est les personnes autistes, on l'a discuté avec les habiletés sociales et les émotions parce que c'est comme, est-ce que c'est un mythe de voir que C'est pas un c'est... mythe. Les personnes autistes ont du mal avec les interactions sociales des personnes non autistes. Parce que, tu sais, par exemple, pour nous, moi, il n'y a pas de demi-mesure. Tu n'as pas à lire entre les lignes quand je te dis quelque chose. Il n'y a pas... si je te demande comment ça va, je veux vraiment savoir comment ça va. Je veux pas la réponse « Hey, ouais, bien, toi! » Mais je le fais parce que je le sais que c'est ça qu'il faut faire. Je sais que c'est une marque de salutation, de politesse. Okay. Alors, les personnes autistes ont envie de cette authenticité-là et gèrent mal ce que nous, on considère comme un peu de l'hypocrisie, dans le fond. Mais pourquoi tu me dis quelque chose, mais dans le fond, tu ressens autre chose? Alors, c'est ce qui va devenir mêlant pour les personnes autistes en interaction avec des personnes non autistes ou qu'on appelle allistiques. Alors, c'est vrai que dans vos yeux de personnes non autistes, on n'est pas bon avec vos habiletés sociales. Mais dans nos yeux de personnes autistes, vous êtes vraiment poche dans nos habiletés sociales à nous. Nous, on va faire ce qu'on appelle en anglais de l'infodumping. Fait que si, mettons, on commence à se parler, là, tu me poses une question sur Harry Potter, là, moi, je vais te partir, là, pendant 15 minutes, je vais te parler d'Harry Potter, OK? Alors que peut-être que toi, dans ta tête de personne non autiste, tu le faisais pour être poli. Parce que tu le sais que j'aime ça, mais que toi, tu t'en fous, dans le fond. OK? Tu voulais une petite réponse courte, là, au final. Oui, c'est okay. ça. Mais moi, je suis comme ah, cool, elle s'intéresse. Fait que là, je te garoche ça. Fait que là, on va dire ben là, il n'y a pas de réciprocité dans la communication. Si je fais ça avec une de mes amies autistes ou TDAH, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Hein, on parle du grand spectre de la neurodivergence. J'ai beaucoup d'amis également TDAH. On se comprend. On le prend pas mal. On n'est pas comme, bon, ben là, coudonc, elle va-tu se taire puis me laisser parler? Puis non, c'est comme, ah, elle a du fun à me domper toutes ces infos-là. Let's go, let's go, let's go. Et nous, les personnes autistes, si à un moment donné, une personne veut faire du pouce sur ce que je dis, elle va se joindre à moi. Elle ne va pas attendre que je lui demande « Et toi? » Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça, c'est une question que j'oublie souvent de poser. Tu sais, on me pose une question, fait que je réponds. Là, je suis comme « Ah, je pense que la personne s'attendait à ce que je lui demande « Et toi? » Parce que tu l'as appris. Tu l'as appris, c'est pas instinctif. Non, c'est pas instinctif. Puis moi, je pensais que c'était ça pour tout le monde avant, tu sais, que tout le monde avait appris ça, alors que, ben non, pour les gens, c'est naturel. Fait que c'est pour ça que je voulais juste recadrer dans le sens où c'est vrai, quand on regarde avec une perspective non autiste, les personnes autistes, on va dire, ah, c'est tough, hein, les habiletés sociales puis l'empathie, alors que quand on regarde au sein de la communauté autiste, c'est comme, ben non, mais vous êtes compliqué à décoder parce que vous dites quelque chose, mais vous pensez à autre chose. C'est différent, là, finalement. Oui. Fait que c'est ces différences-là, en fait. Où nous, tu sais, on va dire des fois, oui, tu sais, dans une discussion, c'est comme se lancer la balle. Tu dis quelque chose, tu poses la question, l'autre répond, nanana. Puis nous, ça nous stresse au bout parce que comme, mais là, faut-tu comme chronométrer? C'est genre une minute, faut-tu que ça soit donnant-donnant? Fait que c'est ça qui génère de l'anxiété.
finalement. Tu comprends? Puis de l'anxiété sociale. Parce qu'on se sent tout le temps à côté de la plaque. On sent à un moment donné qu'on dérange ou qu'on est jugé ou que les autres peuvent se moquer de nous. Ça, on le remarque plus fin de l'enfance, début de l'adolescence, qu'on commence à constater ça. Puis c'est super souffrant. Fait que, tu sais, tantôt, tu me demandais, faire la distinction entre le multisélectif, l'anxiété, l'autisme. J'ai l'impression que c'est pas tranché au couteau, Non, en fait. non. Hein? Non, c'est ça. Puis il y a souvent, tu sais, de la co-occurrence. Fait que ta personne autiste, comme moi, j'ai aussi un TDAH. Je vis aussi de l'anxiété, mais je ne cote pas pour un trouble anxieux. Alors que certaines de mes comparses, absolument, ça les rend tellement anxieuses de ne pas comprendre, de ne pas se faire comprendre, d'avoir peur d'être jugée, de tout ça, que oui. Après ça, tu parles de mutisme. Bien, beaucoup de personnes autistes vont également souffrir de mutisme. Puis moi, qui suis tellement verbomotrice, j'étais comme, mais non, moi, c'est pas ça. Ben oui, ça m'arrive. Hier, dans ma surcharge sensorielle, on est au dîner, on a une petite pause de comme une trentaine de minutes. Puis là, mes collègues sont comment, veulent parler. Moi, j'ai juste envie de silence, j'ai juste envie de me taire. Et on me pose une question, puis je commence à bafouiller, puis à me mêler dans mes mots, puis dans mes idées, puis à m'en mêler. Puis j'étais comme, non, je vais juste pas parler, parce que là, je suis plus capable de parler. Oui. Alors là, tu as usé de mutisme volontaire, dans le fond, dans toi, à l'âge adulte. Ben, volontaire, oui et non. Je n'étais pas capable. Oui, non, c'est ça. Tu sais, c'était pas... Ouais. Versus à d'autres moments, en prévention, je vais en faire volontairement. Je vais me retirer, je vais aller m'isoler toute seule dans un environnement, tu sais, lumière tamisée ou dans la noirceur. Tandis que j'essayais de parler, mais je n'étais pas capable. Tu sais, ça faisait pas de sens. Là. Puis je savais plus ce que je disais. C'est ça. Fait que ça a fait comme, OK, I am out. Ben oui, c'est ça. Ben dans le fond, une petite distinction peut-être à voir, c'est que le mutisme sélectif, on emploie ce terme-là pour un trouble anxieux de l'enfance où l'enfant n'est pas capable de répondre dans différents contextes, tandis qu'il répond dans d'autres contextes. Par exemple, il répond pas à la maison, il répond à la maison avec ses parents, il répond avec un ami en particulier, mais à l'école ou à la garderie, il va pas répondre, au parc avec plein de monde non plus. Fait que ça va dépendre du contexte, s'il y a beaucoup de gens ou pas, si c'est des gens familiers ou non, etc. Donc ça, c'est vraiment la composante de mutisme sélectif là, qu'on pourrait dire. Toi, tu as eu un épisode où tu peux avoir des épisodes où les gens peuvent avoir des épisodes où ça fige un peu parce que ça ne sort pas les mots d'une façon qu'ils souhaiteraient pour X raisons. Tu es en surcharge dans ton exemple d'hier et tout. Fait que, est-ce qu'on parle de mutisme sélectif? Non, mais on parle d'un épisode où, à mon sens, c'est comme, hey, là, je me recentre vers moi, je ne suis pas capable de faire autrement, tant qu'à dire n'importe quoi puis pas me sentir bien. Tu sais, j'ai besoin d'une pause. Fait que oui, c'est volontaire, involontaire, dans le sens où le cerveau il est tellement dans l'intensité et puis capable d'en prendre qu'à un moment donné, il va juste comme se retirer. Shutdown. C'est ça. Mais il y avait l'aspect aussi de est-ce que les personnes TSA vont être différentes d'un contexte à l'autre? Il y a ça aussi, cet aspect-là qu'il faudrait considérer, là. Oh que oui! Quand on se sent en sécurité, pas juste en sécurité physique, surtout en sécurité affective. Quand on se sent au repos émotionnel, quand on se sent accueilli dans tout ce qu'on est, quand on sent une absence de jugement, mais là, on peut fait qu'on peut faire ce qu'on appelle du stimming ou de l'autostimulation, des comportements d'auto-apaisement. Fait que souvent, on va penser les enfants, le stéréotype là, du flapping, mais ben oui, il y a ça. Moi, mon stimming, c'est ça. J'ai mes pouces, puis je vais serrer quand je me sens plus anxieuse puis je m'en rends pas compte. C'est pas je vais me prendre les pouces dans les mains. À un moment donné, je fais j'ai les pouces dans les mains, puis là, je fais le lien. Ah oui, c'est parce que je suis surchargée ou c'est parce que je me sens pas en sécurité ou peu importe, tu sais. Ça peut être aussi, tu sais, exemple, moi, sur une chaise, je suis jamais assise les deux pieds par terre, là. Tu sais, en ce moment, je te parle, je suis assise en tailleur ou j'ai une jambe où je vais avoir le genou plié ou tout ça. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau sensoriel, sentir son corps dont on a besoin.
Puis là, tu vois, je me rappelle plus c'était quoi la question. Dans le fond, les personnes TSA, est-ce que selon les Oui, contextes, leur oui, comportement varie, là? oui. Fait que oui, absolument. Donc, dans un contexte où une personne va se sentir en sécurité, puis tu sais, je dis personne parce que ça peut être enfant, ado, Oui, adulte, là, tout à fait. elle va être réellement elle-même. Alors, si c'est une personne, tu sais, justement très volubile, ben, elle va se sentir à l'aise de le faire. Et dans un contexte où elle se sent moins à l'aise, elle va faire ce qu'on appelle du camouflage ou en anglais du masking. Donc, où on va se comporter comme on sait qu'il est attendu qu'on se comporte. Mais ça a un prix très coûteux. C'est OK. excessivement énergivore parce que tu es constamment en train de te ramener à contiens-toi, contiens-toi, contiens-toi. Ah, je voulais stimer, faire du stimming. Ah non, mais ici, c'est pas approprié que je le fasse. Là, plus tard, on apprend aussi des stratégies qui sont peut-être plus discrètes ou socialement acceptables, tu sais, de le faire, de répondre à notre besoin quand même. Ah, OK, ici, dans tel groupe ou à l'école ou dans tel contexte social, dans mon milieu de travail, c'est pas socialement acceptable que je fasse telle affaire, donc je l'ai appris. Alors, c'est comme si on jouait constamment un rôle. Puis là, après ça, on va dire, ouais, ben là, d'abord, t'es pas tant authentique. Non, c'est moi, mais peut-être avec, tu sais, une lumière là, que tu peux jouer avec Oui, une l'intensité. gradation. Ouais, je l'ai tu sais, je l'ai adapté. Mais donc, souvent, ce qu'on va constater aussi, les personnes autistes, ou si votre enfant ou votre ado, ou même vous-même, vous êtes autiste, probablement que vous avez beaucoup besoin de repos et de sommeil et que vous êtes épuisé rapidement. Tu sais, moi, longtemps, justement, je pense, ben là, je suis même paresseuse. Mais là, comment ça que les autres personnes sont capables de faire ça, puis pas moi? Comment ça que mon enfant est pas capable de faire comme tous les autres enfants, genre ses devoirs en revenant de l'école? Comment ça que mon enfant fait ce qu'on appelle un meltdown, une crise? C'est différent, tu sais, les tantrums, c'est différent dans le sens où les tantrums, tu sais, de nos enfants de 2 ans qui sont en surcharge, ben, nos meltdowns, c'est un peu la même chose, mais plus vieux, puis même à l'âge adulte. Dans le fond, les deux termes, c'est une façon de dire que l'enfant s'extériorise d'une façon un peu éclatée, là. Il fait une crise. Intense, il y a une désorganisation, Désorganisation. puis il y a une perte de contrôle. Oui. Alors, c'est pas contrôlé, c'est pas prémédité, c'est pas voulu, c'est pas pour obtenir quelque chose, on n'est pas dans un comportement de manipulation, c'est vraiment le trop plein. Alors là, j'éclate. Je suis en sanglots inconsolables, tout m'irrite. Hein, fait que quelqu'un m'a accroché. Ouch, ça fait mal! Puis là, on va dire à Ouais. l'enfant, hey, là, calme-toi, t'exagères. Non, l'enfant, en ce moment, ça lui a vraiment fait mal, tu sais. Même si c'était un effleurement. Les bruits, les sons, fait que, tu sais, ça peut être tous les stimuli externes, ça peut être les stimuli internes aussi. J'ai faim, mais là, j'en souffre. J'ai Ouais. mal physiquement, tellement j'ai faim, même si j'ai pris une collation il y a 1 heure, là. Mhm. Alors, c'est une intensité du ressenti. Et ça, on va l'observer. Alors, tu sais, des fois, on va voir une communication école-parent qui à l'école, hey, ça va bien, c'est un élève qui suit, il est à son affaire, wow, merveilleux, même au niveau académique, tu sais, tout va bien. Puis là, à la maison, ben moi, Ça c'est des gros explose. viennent. Oui! Ben là, mon enfant de 7 ans se pète la tête sur le plancher, s'arrache les cheveux littéralement de la tête, me lance des objets. Puis là, le prof qui met quasiment en doute ou qui met carrément en doute Ouais. ta parole parce que Ça se ben peut là, c'est pas. vraiment pas Ouais. ça ici, ça se peut pas. Ouais. C'est comme 2 profils différents. Mais ouais, ben mon jeune, il est à bout de camoufler, puis quand il arrive chez nous, il sait qu'il est en sécurité, Uh-huh. puis que comme je l'accueille dans ça, je l'accompagne. Oui, Heu, avec bienveillance, avec ouais, de façon ferme quand même, avec des limites et un cadre. Mais tout ce ouais, que tu décris là, moi, j'ai l'impression que ça peut aussi s'appliquer à l'enfant qui est anxieux et qui n'est pas nécessairement autiste. absolument, absolument. Tu sais, puis dans l'autisme, tu sais, c'est pas les mêmes critères diagnostiques que l'anxiété. Après ça, il y a des manifestations qui peuvent être similaires ou s'apparenter, mais tu sais, dans l'autisme, une c'est une
une neurodivergence, donc un fonctionnement neurologique qui est différent. C'est le fait de tout capter tout le temps. Après ça, on peut se dire, ouais, ben, comme un peu l'anxiété, parce qu'on est en hypervigilance, on est sur le Ouais. qui-vive, etc. Ouais. Ça peut être, tu sais, on parlait au niveau du langage, Ouais. hein? Fait que des fois, on va voir des enfants qui vont avoir un retard langagier, qui vont le reprendre. Il y en a d'autres que non, ça va devenir un trouble langagier. Mhm. Il y en a d'autres qui ont aucun enjeu au niveau du langage. Même au contraire, on parle d'un langage dit pédant, donc l'enfant, dans ce cas-ci, qui va utiliser les mots exacts pour décrire quelque chose. Avec un grand vocabulaire là, élaboré. Là. Oui, parce que pour lui, mais c'est ça le vrai mot. Fait que pourquoi il faudrait Ouais. que je dise tel autre mot, que je prenne tel accent, Mm. ben québécois, tu sais, ah, mais il parle, il y a un accent français, comment ça? Tu sais, Non, il y a il y a juste. pas français ou. Ouais. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là. On parlait au niveau relationnel, ben parfois, ça va être des. Puis, tu sais, même encore là, hein, je ramène à mon expérience perso, mais à l'âge adulte, quand on parle de jeux parallèles, Oui, ben oui. moi, un des trucs que je préfère encore aujourd'hui à l'âge adulte avec mes personnes de confiance, mes safe persons, ça va être de passer du temps en parallèle. De Puis en juste, parallèle, dans le fond, pour décrire aux gens, s'il y en a qui ne savent pas, c'est de jouer côte à côte là, sans vraiment interagir ensemble. ouais. Fait qu'encore aujourd'hui, moi, tu sais, j'adore ça parler puis tout ça, mais quand je suis comme, OK, là, en ce moment, j'ai pas le goût, Ouais. mais moi, j'adore ça. Comme je vais lire mon livre sur le divan, la personne, que ce soit une amie, un partenaire amoureux, ma fille, ma mère, peu importe. Chacune, on fait nos affaires, mais on coexiste. Puis ça me fait du bien. Il y a juste la présence de l'autre qui est apaisante, finalement. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être tout le temps en interaction avec quelqu'un. C'est ça. Plus confortable peut-être dans le silence versus les personnes neurotypiques qui parfois vont essayer de combler le. Puis c'est comme, hey, oups, pardon, j'ai accroché mon micro. Non, pas besoin, tu sais, pas besoin de remplir le vide. C'est très confortable, le Confortable en silence aussi, tu sais. silence. Ouais, fait qu'il peut avoir ces divergences-là, tout l'aspect sensoriel, hein, Ouais. aussi tant les manifestations extérieures que internes, ou Ouais. est-ce que soit, tu sais, bon, hypersensible, tout dépendant du profil. Tu sais, c'est tough. On peut pas décrire une personne, tu sais, l'autisme en Non. une personne. Non, parce qu'il y a autant d'autisme que de personnes qui présentent un TSA. Là. Ben oui, puis ça serait comme si je te disais, Geneviève, explique-moi c'est quoi une personne neurotypique? Ben, attends, là, comme il y en a plusieurs types de personnes C'est ça. neurotypiques, tu sais, fait que c'est la même chose, c'est un large spectre, et ça se promène dans tout ça, puis peut-être dans certaines saisons de ta vie, ça va être plus intense sur un aspect, puis moins dans un autre, et ça peut changer C'est aussi. variable, oui. Absolument, tu sais, c'est pas Mm. statique toute la vie. Puis il y a des choses qui peuvent exacerber, notamment, exemple, une personne autiste qui vit un trauma. Et on sait malheureusement que les personnes autistes sont plus à risque de vivre des situations Ah traumatisantes. oui? OK. Ouais, tu sais, on va décrire les personnes autistes comme étant naïves, alors que dans la communauté autistique, on dit, ben, nous, on fait confiance aux gens. Tu sais, comme je disais, si, tu sais, Ouais. si tu me dis quelque chose, je vais te Je vais te croire. croire. Dans le fond, c'est comme si la personne apprend en acquis, apprend comme acquis que l'autre va être authentique, puis elle va dire la Absolument. vérité. Là. Donc, on fait confiance dans ce sens-là. C'est ça. Et donc, quand on est décrit par de manière neurotypique, on va dire de nous qu'on est naïve. Alors, ce qui va faire en sorte que, ben, on est plus à risque, malheureusement, de se faire avoir par des beaux parleurs ou des belles parleuses. Je ne sais pas si Mhm. cette expression-là. Ouais, tu sais, de se faire avoir. Aussi, on nous invalide constamment. Ben là, franchement, c'est pas si pire que ça. Ben là, franchement, reviens-en. Ben là, voyons donc, tu te plains donc bien pour rien. Que ce soit parce que le soleil est trop fort, le bruit est trop élevé, l'intensité émotionnelle, on se fait dire tout le temps qu'on est too much. Mm. Fait qu'on Ouais. apprend à se déconnecter de notre ressenti et à essayer de s'ajuster à qu'est-ce qui serait normal que je ressente ou comme réaction émotionnelle, du moins que je vais laisser paraître. Fait que moi, je vis un orage à l'intérieur de moi, mais les gens sont inconfortables avec mon orage interne, alors je dois juste montrer quelques petits grains de pluie. Fait qu'on est tout le temps en train de repousser nos limites pour être socialement acceptable. Ce qui fait en sorte que souvent, on a de la misère justement à dire non puis à les poser nos limites parce que toute notre vie, on s'est fait dire de nous faire un autre petit effort, là. Et là, Ouais. force-toi donc.
alors qu'on est à 200% de capacité, on est en train de s'épuiser, mais de l'extérieur, c'est comme pas assez. Oui. D'où l'intérêt, dans le fond, d'intervenir. Puis là, ça, que ce soit TSA ou le multisélectif, là, honnêtement, je suis vraiment dans cette approche-là aussi, ou même l'hypersensibilité sensorielle, que ce soit un mélange des trois ou un des trois, là, l'approche d'être empathique, de comprendre l'autre, de l'accompagner dans ses défis, puis de ne pas banaliser ce que la personne vit, en sachant que pour elle, de notre perception, ça ne semble pas si dramatique, mais de sa perception, c'est ça qu'elle est en train de vivre. Puis si c'est intense comme ça, c'est parce qu'elle ressent comme ça. Donc, de ne pas invalider l'émotion, les ressentis de notre enfant, de notre ado, des personnes qu'on côtoie, là, que ce soit un adulte aussi, mais de plus être dans l'accompagnement, finalement. Là. Absolument. Puis, tu sais, je suis consciente que ça peut être difficile à faire parce que quand on ne comprend pas une situation, aussi nous-mêmes, on n'est pas, peut-être pas une personne nécessairement sensible, proche de ses émotions, qu'on est d'humeur assez égale, ben de voir une personne qui est aussi intense dans son ressenti, ça peut être déstabilisant. Je pense que c'est important, tant comme intervenante, intervenant que parent, de se poser la question, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que ça vient éveiller? Puis, tu sais, des fois, on va se rendre compte que ben, nous-mêmes, quand on était enfant, on n'a pas eu l'espace, on n'a pas eu le droit de vivre et d'exprimer, de ressentir pleinement nos émotions. Fait qu'on a appris à les mettre Les dans... contenir, c'est ça. À les contenir. Puis, ben, fait que ça vient nous chercher quand on voit une personne qui les exprime librement ou plus intensément. Tu sais, fait que de se poser la question, ça peut être très, très, très intéressant pour se comprendre. Tu sais, des fois, on peut comprendre intellectuellement, théoriquement quelque chose, mais tu sais, la parentalité puis même l'intervention, c'est pas une job de tête, là. Non, C'est c'est une ça. job de cœur, de savoir-être, de ressenti. Fait que nous aussi, on peut accueillir l'émotion que ça vient nous chercher. Exact. Ben oui, parce que ça part de là, tu sais, on pourrait en parler longtemps, mais partir de soi, encore là, avec Caroline Coiré, ça a été ça un peu le mois passé. On a passé quand même rapidement là-dessus, mais encore là, toi, tu le mentionnes, là, de prendre soin de ce que nous, on ressent en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'intervenant, pour être capable d'accompagner son jeune dans ses défis. Absolument. Donc, je vois le temps qui file. Peut-être un petit résumé de qu'est-ce que tu suggères aux parents sur lesquels être à l'affût pour dire, ben peut-être que, parce que tu sais, on a entendu plein de choses, mais sur les interventions ou ce que tu as comme à conseiller aux parents pour être à l'affût du trouble du spectre de l'autisme chez leur enfant? Ben moi, ce que j'ai envie de dire, tu sais, c'est peu importe le diagnostic, qu'il y ait un diagnostic ou pas, c'est de voir au-delà du comportement, c'est-à-dire d'aller comprendre le besoin auquel l'enfant tente, assurément maladroitement, de répondre. Essayer de comprendre, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer pour mon enfant? Qu'est-ce qui a été un déclencheur qui, pour moi, n'en était pas un ou que je ne l'ai pas vu? Et d'y aller avec curiosité, ouverture et absence de jugement. OK? Après ça, dans notre connaissance comme parents ou comme intervenants ou intervenantes de nos jeunes, en fait, je pense que c'est ça la base de tout, de bien comprendre la personne qui est devant nous. Ses besoins, ses forces, ses limitations, et de dire, OK, comment est-ce que je peux l'aider, moi, à mieux répondre à ses besoins? Si c'est un besoin sensoriel, bien, est-ce que j'en ai des outils sensoriels? Est-ce que je peux diminuer la source aussi de stimulation actuellement qu'il y a? Est-ce que je peux... Des fois, je prends un exemple, tu sais, c'est ça, un enfant qui est en surcharge sensorielle ou qui ferait qui aurait une désorganisation, une perte de contrôle, ou comme je l'ai dit, un meltdown. Taisez-vous. Arrêtez de parler, coupez le verbal. Ça, je pense, ça, c'est une bonne piste d'intervention. Votre enfant n'est pas disponible et là, votre voix, c'est juste un stimulus supplémentaire. Agressant encore plus, là, il ne va rien écouter, là. Non. Puis, tu sais, c'est pas le temps. Là, tu ne me manqueras pas de respect. Il n'est pas disponible. Non, Il n'est c'est pas ça. disponible. Vous reviendrez après, tu sais, quand on parle de... Bon, dans le cas, accompagné avec le cadre, puis les limites, ça serait au niveau de la sécurité, la sécurité physique de l'enfant ou de nous-mêmes. Fait que, tu sais, si l'enfant nous frappe, est-ce que nous, on peut s'éloigner? Des fois, l'enfant ne va pas nous suivre, il est juste comme « Ah, là, tu étais dans ma bulle, mais je n'étais pas capable de le dire avec des mots. »
Fait que là, oups, OK, je vais m'éloigner, puis on reprendra ça après, quand Mhm. l'enfant sera calme. Ouais. Fait que ça serait une des stratégies. Sinon, tu sais, on parlait d'intérêts, les intérêts intenses. Ouais. Ben, des fois, c'est peut-être pas le bon moment, tu sais, si, mettons, en classe, de commencer à parler d'Harry Potter alors qu'on faisait des mathématiques puis que ça avait pas rapport du tout, Ouais. ben, oups, hey, Stéphanie, c'est super intéressant ce que tu me dis, mais on peut s'en parler plus tard. Là, je De vais terminer mon... recadrer. Oui, tu sais, OK. garde ton idée dans ta tête, OK. écris-la pour pas l'oublier, puis on s'en reparle tout à l'heure. Tu sais, c'est correct, là, de recadrer puis Ouais. de remettre Ouais. en contexte Ouais. de manière bienveillante, tu C'est sais, ça. non jugeante. Sinon, tout ce qui est au niveau des apprentissages émotionnels, tout ce qui est, on parlait habileté sociale. Ouais. Donc oui, d'apprendre évidemment à l'enfant puis à l'ado, c'est quoi les habiletés sociales neurotypiques, Mhm. ce qui est pas simple puis qu'on peut décortiquer après ça, hein, parce qu'il y en a une tralée d'habiletés sociales à apprendre. Mais ce qui peut être aidant, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, mon beau-fils qui est rendu en secondaire 5, qui a 17 ans, qui est autiste, ma fille qui est probablement pas neurotypique pantoute, aussi, c'est qu'on va prendre une situation sociale. Exemple, ma fille va me raconter une situation. Puis le but, c'est pas de l'invalider ou de dire, ben non, franchement, c'est sûr que c'est pas vrai puis que c'est pas arrivé comme ça. Ouais. Mais des fois, je vais demander, est-ce que c'est ça qui est arrivé ou c'est ce que tu aurais aimé qu'il arrive? Est-ce OK. que c'est ça qui est réellement arrivé ou c'est ce que tu aurais peur qu'il arrive? Ouais, c'est ce que j'aurais peur qu'il arrive. Ou d'autres fois, je pense une telle même pas. Ça, on le remarque beaucoup, hein, chez les personnes autistes puis chez les personnes qui ont un TDAH, ce qu'on appelle la dysphorie du rejet. Donc, vont percevoir beaucoup de rejet de la part des autres, avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Puis, à certains moments, c'est vrai, ils vont sentir le jugement, mais à d'autres moments, ben non. C'est Fait que pas ça. non, donc d'aider à recadrer et à nuancer. Hein, on va parler aussi dans l'autisme d'une pensée, tu sais, de rigidité. Donc, une pensée, tu Ouais. sais, c'est tout ou rien, noir ou blanc. Donc, d'apprendre les nuances. La personne t'a déçu. Est-ce que ça veut dire que c'est plus ton ami pour jamais de la vie? OK. Non. Ça peut quand même être ton ami, puis la personne peut avoir fait une erreur ou elle ne sait même pas encore que c'est une erreur parce qu'elle ne sait pas que ça t'a blessé. Pour Donc, te nommer en ce temps-là, reclarifier la situation pour oui, voir qu'est-ce qui s'est passé réellement, pas juste dans ta perception à toi. Aller c'est voir ça. qu'est-ce que l'autre personne voulait dire, Oui. voulait affirmer, pourquoi elle a agi comme ça, puis recadrer pour en sortir grandi finalement, pour apprendre de la situation, là. Oui, puis tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, hein, chez les personnes autistes, c'est plus difficile pour nous de généraliser. Tu sais, quand on parle de généralisation des acquis, Ouais. c'est-à-dire que pour nous, la situation est tellement spécifique. Donc, ce que j'ai appris dans cette situation-là, c'est pas inné pour nous de la transposer sur une autre situation. Ouais. Ouais. Fait que comme parent, comme intervenant, ça demande beaucoup de patience, de réexpliquer parfois ou de montrer à la personne, regarde, il y a un lien entre les deux situations, même si c'était pas les mêmes personnes ou le même contexte exactement. Parce que nous, on Mm. est très, très bon, hein, pour voir les menus détails. On a Ouais. moins bon pour voir la vue d'ensemble. Fait qu'on a peut-être besoin d'accompagnement pour OK. justement généraliser, prendre un pas de recul, être moins pris. Tu sais, je mets Juste dans le détail, ouais, c'est ça. le nez, tu sais, on a le nez collé dessus. Ouais. Fait que des fois, on a besoin d'accompagnement pour prendre un pas de recul. Voir le tout, là. Absolument. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est exposons nos enfants, peu importe leur âge, là, à peut-être d'autres personnes neurodivergentes. C'est fascinant de voir, j'ai une amie qui a aussi des enfants neurodivergents, elle a des garçons, moi j'ai une fille, puis ils s'étaient jamais rencontrés. On a fait une activité ensemble, on a passé finalement plusieurs heures ensemble, puis souvent ça connecte très, Ah, très, c'est ils se ça. comprennent. Ils se comprennent sans même se parler Oui! nécessairement. Comme Ouais, OK, on est fait sur le même moule, toi et puis OK. moi. Ouais. Fait que pour avoir, tu sais, on parlait, tu sais, une connexion, sentiment d'appartenance, tout le monde a besoin de ça. Oui. C'est pas vrai que les personnes autistes en veulent pas d'amis. Il y en a beaucoup qui ont démissionné parce que C'est c'est trop ça. complexe. Ils trouvent pas, chaussures à leurs pieds, là, tu sais, pour être bien avec quelqu'un assez pour Oui. dire: «Hey, moi, j'ai le goût d'être avec cette personne-là». Oui, fait que, tu sais, moi, je regarde, exemple, les associations régionales. Souvent, ils vont avoir des activités de socialisation pour les jeunes, pour les ados, pour
Fait que c'est cool ça. Sinon, tu sais, sur les réseaux sociaux, moi-même sur Facebook comme femme autiste, il y a des groupes pour d'autres femmes comme moi avec qui je me sens moins extraterrestre. Puis C'est ça. à 37 ans, ça me fait du bien. Fait que Oui, imaginez à 6, 10, 15 ans. Fait ouais, que de se sentir moins seule, là, à vivre un oui, sentiment d'être extraterrestre, finalement. oui, exactement. Puis de faire, Ouais, tu sais, comme l'image que j'ai, souvent pour nous, les personnes autistes, c'est comme si on voit tout à travers une vitre très, très bien nettoyée, hein, très, très transparente. On voit tout. Mais puis là, on veut se joindre, mais il y a tout le temps cette vitre-là que, ah! Alors, d'être avec des gens qui nous ressemblent, ça nous aide à avoir ce sentiment de connexion-là humaine dont on a tous besoin. Donc, de sentir qu'on peut être 100% nous-mêmes et 100% accepté et compris, ouais, y compris. surtout. Mmh. Sinon, tu sais, c'est ça, bon, je le disais tout à l'heure, hein, moi, j'en ai écrit des livres, mais il y a une raison, c'est pas pour rien, tu sais, j'ai écrit des livres beaucoup de livres sur l'autisme. Et oui, Puis oui, l'ancienne version. oui, ben là, j'ai la version allemande, là, par contre, de OK. Laurence et moi. Euh, mais tu sais, d'exposer nos jeunes, ça, c'est un roman ado qui s'appelle Raphaël, personnage autiste, personnage principal autiste. Tu sais, ne serait-ce que ici, oups, un livre qui ne traite pas particulièrement d'autisme, mais d'unicité, tu sais, Ouais, ouais, ouais. d'exposer nos jeunes dans, tu sais, dans la lecture, on est vraiment dans ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Pourquoi? Parce que les personnages, on peut s'identifier, on peut comprendre, on peut apprendre, on peut ensuite généraliser, transposer certaines choses, se sentir moins seul, Ouais. se sentir compris, apprendre des nouvelles choses, etc. Donc, tu sais, exposer vos jeunes à ce genre de littérature-là ou des émissions, tu sais, de plus en plus, même, je pense, dans Sesame Street, depuis une couple d'années, il y a un personnage qui est autiste. OK. De plus en plus, tu sais, on est exposé à cette diversité-là Ouais. pour démystifier, puis pas dans une optique de faire « Ah, check la gang de weirdos », Non, mais ben juste non. « Voici, tu sais, on existe, on est là, puis on Mmh. est de plus en plus là. » D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs, des cliniciens, cliniciennes dans le monde de l'autisme qui émettent l'hypothèse depuis quelques années quand même que l'autisme serait la nouvelle forme d'évolution de la race humaine. Dans le sens où, tu sais, de plus en plus, justement, on est sur les ordinateurs, les calculs, la programmation. Fait que tu as besoin de gens qui sont très bons dans le menu détail, qui ont moins besoin d'être exposés dans des relations sociales, tu sais, que c'est plus par écrit ou c'est plus avec l'ordinateur ou que et fait que ça, c'est intéressant aussi comme perspective plutôt que de voir l'autisme strictement comme un handicap. Ben non, parce que ben, je pense pas. En tout cas, j'espère que les gens voient plus ça comme un handicap là, à l'heure actuelle, là, parce que de ma perception, ça n'a jamais été le cas. Là. Je sais que mais hey, Ouais, mais s'il y en a qui malheureusement, voient oui. encore ça, ouais, on va Beaucoup. voir ça comme des différences, des unicités, mais que tout le Ouais. monde est unique. Donc, Ben absolument, absolument, tu sais, puis je pense que, tu sais, ce qui est intéressant aussi dans l'autisme, ben on sait que c'est hautement héréditaire, puis c'est souvent ça, c'est souvent comme ça que les adultes de plus en plus se font diagnostiquer parce que leur enfant a reçu un diagnostic mmh, et là, ils font: «Ah, mais moi, j'étais exactement pareil quand j'étais ouais, petite ou c'est quand mon j'étais portrait, petit. C'est mon c'est ça. portrait craché», tu Ouais, sais? Puis là, OK, je vais me faire évaluer moi aussi, ou il y en a que ça va être un autodiagnostic, ce qui est c'est tout ça. aussi valide, hein? Oh oui. Hem mais qui va permettre d'expliquer des choses, de mieux comprendre puis de mieux adapter sa vie, hein, son niveau d'énergie, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, pourquoi j'essaie autant, tu sais, de fitter, où est-ce que je peux aller. Moi, je le répète souvent à ma fille, va là où tu es appréciée. Essaie pas de convaincre les Oui, gens que c'est tu es ça. aimable, va vers ceux qui le savent déjà que tu es aimable. Reste toi-même, puis Oui, les gens, ils vont venir vers toi, ceux qui sont les pour être avec personnes toi. vont venir Oui, vers toi, c'est ça. Celle que puis tu as non, tu feras pas besoin qu'ils soient l'unanimité. pour toi, c'est ça. Tu feras Mhm. pas l'unanimité. Ben, en fait, je pense que c'est un beau mot de la fin, ça. Je vois le temps qui va tellement vite. On aura encore, beaucoup de de discussions, qu'on pourrait faire. En fait, si je close ça, c'est que peu importe si c'est un diagnostic ou pas de diagnostic ou si c'est TSA ou multisélectif, ben être à l'affût des besoins de l'enfant, regarder c'est quoi les manifestations qu'il présente, c'est quoi ses comportements, ses pensées, pour être capable de l'accompagner à sa juste valeur, selon qui il est, tout simplement, avec qui il est, pour l'accepter tel qu'il est, puis de l'accompagner avec bienveillance dans un cadre pour que ça soit sécurisant, puis qu'il soit capable d'être lui-même, puis de bien se développer.
C'est un très beau mot de la fin. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé ton expérience. C'est sûr que ça se sent là, que tu le vis, tu as intégré ça, tu es tellement depuis des années impliqué dans tout ce travail-là auprès des jeunes qui présentent un TSA et que tu apprends par la suite que toi-même, c'est pour ça que tu le comprenais autant les jeunes qui le vivent. Ben écoute, merci beaucoup. Puis, je te laisse en disant que le live du mois prochain, ça va être le 10 avril, un mercredi. On est de retour au mercredi avec Kayla Rodrigue, qui est docteur en psychologie avec une spécialité en neuropsychologie pédiatrique. Je regarde mes notes pour m'assurer que tout est là. Le sujet, ça va être accompagner l'enfant à surmonter les défis qu'il présente avec ou sans diagnostic. Donc, on va voir son opinion là-dessus. On a déjà un peu abordé le sujet là, ensemble. Donc, un gros merci. Merci aux gens. Si jamais vous avez, faites-nous un petit coucou. Je ne l'ai même pas dit en début là, de live, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, écrivez rediffusion, faites-nous un petit allô. Là, on va voir ça là, par la suite. Donc, merci beaucoup Stéphanie, puis au plaisir. Merci. Bye Bye. bye.